Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans votre magazine. Question d'actualité, la République démocratique du Congo, notre pays, fait face à une guerre d'agression dans sa partie est avec l'occupation de villes de Goma et Bukavu, respectivement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Il y a aujourd'hui nécessité d'avoir un tribunal pénal pour sanctionner les crimes qui se commettent dans cette partie de la République. Et avec nous, sur ce plateau, pour en parler, nous avons invité donc le professeur Jean-Paul Mopo Kobanda. Il est professeur des universités et avocat au Hauts-de-Seine en France. Merci. C'est ça? C'est ça, le barreau des Hauts-de-Seine. Voilà, bienvenue professeur sur ce plateau. C'est un honneur d'être invité sur votre plateau. Professeur, 30 ans de guerre, 30 ans d'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, ça n'est trop, et tout a commencé avec ces couloirs humanitaires qui avaient été ouverts en 1994. Des réfugiés rwandais ont élu domicile, sont venus, ces réfugiés justement, passez-moi l'expression, en République démocratique du Congo, et c'est le début de tous les malheurs. Est-ce qu'il fallait se comporter autrement à cette époque? Eh bien, c'est visiblement, aujourd'hui, je pense que peut-être qu'on aurait pu se comporter autrement et renvoyer tous les Rwandais chez eux rapidement, et peut-être qu'on n'aurait pas toute cette guerre. Mais je pense qu'il ne faut pas blâmer les autorités de l'époque qui ont exercé l'hospitalité à l'égard de ces populations qui fuyaient les conflits. Et c'était sous pression d'ailleurs de la communauté internationale. Effectivement. Et puis, ce sont des voisins. Vous savez, historiquement, ces populations rwandaises et congolaises ont toujours vécu en intelligence, circulaient plus ou moins librement dans ces régions. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des dirigeants rwandais, ougandais, qui ont décidé de mener cette guerre au Congo, et qui est une guerre d'exploitation des ressources naturelles, parce que ils sont aujourd'hui de bras armés, de puissances financières, des puissances et des multinationales qui sont derrière et qui récupèrent le minerai et les ressources naturelles du pays. Professeur, vous venez de publier un livre, là où vous vivez d'ailleurs, vous faites des navettes entre Kinshasa et la France, la Belgique. Vous venez de publier un livre intitulé « Minerai des sangs, une guerre sans fin et des crimes ignorés », un plaidoyer pour la mise sur pied d'un tribunal pénal ad hoc, un titre évocateur. Quel est le message que vous voulez passer par cet ouvrage? Ces livres arrivent 20 ans après le premier que j'ai publié sur le sujet, qui s'intitulait « Crimes économiques dans les grands lacs africains ». Moi, j'avais très rapidement fait le constat de l'année 2000 que si on ne s'intéressait pas à la problématique des ressources naturelles, de minerais, du sang, cette guerre ne s'arrêterait pas. Parce qu'il y a une visée de s'accaparer des ressources naturelles de la République démocratique du Congo qui alimente cette guerre. Et d'ailleurs, ça commence avec la FDL. Là, vous remontez dans l'histoire. Je remonte dans l'histoire. Dès que les premières villes ont été prises et qu'ensuite les grandes villes ont commencé à être conquises par la fameuse Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo de Laurent Désiré Kabila, des contrats étaient signés. Des contrats étaient signés avec des multinationales dans chaque ville, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Kinshasa. Et ces multinationales sont restées. Et dès ce moment-là, l'exploitation des ressources naturelles est devenue le ferment même de la guerre. C'est ça qui alimente la guerre. C'est une guerre de prédation. C'est une guerre d'accaparation, pour s'accaparer des ressources naturelles. Et donc, comme les matières premières concernées sont stratégiques, et donc trouvent rapidement preneur, effectivement, nous sommes entrés dans un cycle que je qualifie d'une guerre sans fin. Et vous parlez des minerais des sangs, une guerre sans fin. Mais il y a des efforts quand même au niveau du gouvernement, au niveau de la diplomatie, pour que l'Est de la République démocratique du Congo retrouve la quiétude. En tout cas, il y a quelque chose, un crédit qu'il faut accorder au gouvernement d'aujourd'hui, c'est que sur le plan international, plus personne ne nie que la guerre que nous vivons est une guerre d'agression et que l'agresseur principal, ce sont les Rwandais.
Maintenant, l'arbre qui cache la forêt, c'est la grande forêt qui est derrière, ce sont les multinationales, c'est la guerre des ressources naturelles. Et celle-là, si on ne met pas fin à cette guerre de prédation, à l'impunité qui entoure l'exploitation des ressources naturelles, alors cette guerre risque de se prolonger longtemps. Et concrètement, nous évitons d'être très théorique, professeur. Je voudrais, avec des exemples concrets, vous avez dit que le Rwanda constitue l'arbre qui cache la forêt. Et vous avez insisté en disant que c'est une grande forêt derrière le Rwanda. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faudra faire, par exemple à l'interne, pour peut-être convaincre ces multinationales à venir négocier directement avec les pouvoirs. Je donne un exemple. Lorsque le Rwanda signe un accord avec l'Union européenne sur les minerais, les ressources stratégiques qui ne sont pas produits sur son sol, et dont tout le monde sait que ces minerais se trouvent de l'autre côté de la frontière, il a un problème. Le problème, ce n'est pas le Rwandais qui sait qu'il n'a pas ces ressources naturelles, mais ce sont ceux qui viennent signer ces accords avec le Rwandais. Effectivement, moi, je pense qu'un tribunal pénal ad hoc est approprié aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, vous savez, au Congo, beaucoup de gens parlent de Dieu, parlent de l'Église. Et c'est ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. C'est qu'il y a une très bonne chose. Ça contribue à l'éthique. Eh bien, vous savez, dans la présentation de tout à l'heure, vous n'avez pas indiqué que je suis un pasteur. Donc, je suis un croyant. Ça, je l'apprends aussi. Alors, vous savez, donc, je ne dis pas pour dénigrer. Mais dans la Bible, il est dit que la justice élève une nation. Là, donc, dans Proverbe 14, vous qui êtes pasteur. C'est ça. La justice élève une nation. Donc, ce qui veut dire que l'incontré est possible. C'est-à-dire que si l'injustice s'installe dans le pays, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, aujourd'hui, le pays a été longtemps dans une spirale de crise en cherchant la paix, ce qui est très bien. En cherchant la paix, en cherchant des accords qui permettent que les populations puissent vivre en paix. Mais la justice a été un petit peu mise de côté. Depuis quelques mois, le chef de l'État, lors du Congrès, a dit qu'il faut que la justice transitionnelle soit actionnée dans le pays, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça donne de l'espoir que la justice va être replacée au cœur de la résolution du problème. Et donc, pourquoi nous militons pour le tribunal pénal international? Parce que nous pensons que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Mais aux côtés du tribunal pénal international, pour ne pas vous couper, professeur Jean-Paul, il y a la Cour, la CPI, la Cour pénale internationale qui existe déjà, mais malheureusement, le Rwanda n'a pas ratifié les statuts de Rome. Et dans l'entretemps, le procureur de la CPI qui est arrivé dernièrement, Karim Khan, qui est arrivé ici à Kinshasa, et il a lancé justement des appels à témoins. Ça va se passer comment? Le Rwanda qui n'a pas ratifié, on va sanctionner qui dans ce qui se passe? Alors, si vous permettez, juste un petit éclairage pour qu'on comprenne un peu cette problématique assez compliquée. En fait, la Cour pénale internationale, c'est une juridiction internationale qui poursuit les crimes les plus graves dans le monde entier. Mais la compétence de la Cour pénale internationale n'est court qu'à partir de juillet 2002. Donc, tous les crimes graves commis en République démocratique du Congo avant 2002 ne relèvent pas de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale ne peut pas se saisir. Or, vous savez, le rapport le plus important. Là, c'est Karim Khan qui était reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son récent séjour ici à Kinshasa. Oui. Allez-y. Et donc, le rapport Mapping, par exemple, qui répertorie plusieurs crimes graves, plus de 600, qui pourraient relever de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et du génocide, ne peut pas être exploité par la Cour pénale internationale parce que ces rapports répertorie des crimes de 93 à 2003 uniquement. Donc il nous faudra déjà d'ailleurs un deuxième mapping pour... Donc la CPI est limitée. La CPI est limitée. Dans son champ d'action par rapport à... Voilà. Deuxièmement, la CPI s'occupe de l'ensemble de pays du monde où il y a des crimes. Et il y a un troisième élément, c'est la question budgétaire.
Vous savez, la CPI a un budget plus ou moins autour de 150 millions de dollars. Mais vous savez, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie... Donc ce budget émane des États partis. Des États partis. Mais c'est insuffisant, parce qu'avec cet argent, ils doivent enquêter sur le monde entier. Mais en son temps, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie avait un budget annuel de 350 millions, plus de 2 fois supérieur à la CPI. Déjà, la CPI n'a pas le moyen d'enquêter à grande échelle sur les crimes de masse commis en République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi nous pensons que le tribunal pénal... Non, sans nullement avoir l'idée de minimiser ce que la CPI va faire, mais il faudra une autre juridiction. La CPI doit faire son travail. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé du Rwanda. Le Rwanda n'est pas partie signataire du statut de Rome, qui crée la CPI. Et donc, les crimes commis par les Rwandais sur le sol congolais, par des Ougandais sur le sol congolais, ou par d'autres étrangers qui se réfugient dans des pays comme le Rwanda, ne pourraient pas être poursuivis. Et donc, c'est important de créer ce tribunal. Pourquoi nous militons pour le tribunal ad hoc? Parce qu'un tribunal ad hoc a les statuts d'organes subsidiaires de l'ONU. Il n'y a pas besoin de ratifier ces statuts pour que ce tribunal soit compétent. Et donc, à partir du moment où ce tribunal sera créé, ça va casser la spirale de l'impunité. Et donc, on aura moins de candidats, les Rwandais auront moins de candidats congolais pour valider leurs aventures criminelles en République. Professeur Jean-Paul Mopo, vous êtes professeur des universités, et en parcourant votre CV, votre curriculum vitae, j'apprends que vous avez terminé à la Sorbonne, et vous êtes rentré au pays pour mettre votre expertise au bénéfice de vos compatriotes. L'initiative de la création d'un tribunal pénal ad hoc doit provenir de qui, concrètement? En temps normal, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU ou le secrétaire général de l'ONU qui devrait normalement prendre l'initiative, parce que ça rentre dans le cadre donc, du chapitre 4 et du chapitre le plus coercitif qui donne le pouvoir au Conseil de sécurité de l'ONU quand la paix est menacée. Et comme il y a des crimes de masse, tout le rapport existe, nombreux. On parle aujourd'hui d'une évaluation de près de 10 millions. Déjà en 2000, Oxfam parlait déjà de 1 million de morts. 1 million, déjà. Et donc, force est de constater que ni le Conseil de sécurité, ni le secrétaire général de l'ONU n'ont pris l'initiative de la création d'un tel tribunal. C'est même une des recommandations du rapport Mapping. Mais il y a aussi la possibilité que la République démocratique du Congo elle-même prenne l'initiative de déposer une résolution appelant à la création de ce tribunal. Travailler avec ses experts pour pouvoir aller dans ce sens. Mais les choses sont en train de traîner parce que la RDC est menacée, pas menacée, est envahie par une armée étrangère. Le gouvernement, au travers des chefs de l'État, a donné des instructions. Je sais que c'est dans les prochaines semaines, il y aura une conférence sur la création d'un tribunal pénal international. Et je suis... vous savez, en ce qui me concerne, ça fait 20 ans que je réfléchis sur cette question. Le premier livre que j'ai écrit, c'est en 2006. Sur les crimes économiques dans le Grand Lac africain. Oui, et c'est déjà en 2003 que j'ai défendu un mémoire à la Sorbonne sur ces sujets, déjà. Donc, et depuis ce temps, j'ai publié des articles, et on peut tout essayer. D'ailleurs, tout a été essayé. Imaginez-vous qu'il y a eu la mission la plus coûteuse, la mission de l'ONU, la plus coûteuse au monde, avec plus de 20 000 hommes. Ils ne sont pas venus à bout, les casques bleus, des crimes. C'est votre livre, Les crimes économiques dans les grands lacs africains, un livre qui a été publié, ça fait aujourd'hui 19 ans. 19 ans. 19 ans, bientôt 20 ans. Et ce livre n'a pas été beaucoup vulgarisé au pays. Alors, c'est passé quand même si vous allez sur Internet, c'est quand même été vulgarisé. J'ai été invité quand même sur plusieurs chaînes très écoutées. Et c'est un honneur aujourd'hui de m'inviter pour pouvoir parler de l'ensemble de ces sujets. Donc, aujourd'hui,
je pense que les choses, le lit bouge, le chef de l'État a parlé de la justice transitionnelle, il y a cet appel de pied de Karim Khan lorsqu'il est venu, il est procureur de la CPI, on aurait pu trouver étrange qu'il appelle à la création d'un tribunal spécialisé, parce qu'il sait, lui le premier, que la CPI ne peut pas résoudre, d'ailleurs si la CPI était en mesure de résoudre le problème, de casser la spirale de l'impunité, elle le refait. Ça fait 23 ans que la CPI est créée et fonctionne. Et donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faut casser d'abord l'impunité, cette spirale, que ceux qui commettent les crimes... Là, c'est d'abord à l'interne. À l'interne et à l'international. Valoriser l'appareil judiciaire à l'interne, que la justice fasse son travail. Vous avez dit ici tantôt que la justice élève une nation, c'est ça? C'est ça. Et les contraires? Le contraire, c'est là où nous sommes, peut-être, je n'en sais rien. Chacun peut tirer ses propres leçons. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que moi, je pense que au lieu que les gens critiquent, c'est de soutenir toutes les initiatives. Là, il y a une conférence qui va arriver bientôt. On va en parler, professeur Jean-Paul Mopo. Je voudrais qu'on revienne sur les tribunaux pénals ad hoc sur la RDC. Quel sera l'avantage de la mise sur pied de ces tribunaux en termes de poursuite? Déjà, la simple annonce de la création de ces tribunaux va casser la spirale de l'impunité. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Tout le monde pense que c'est le FPR avec ses hommes qui ont empêché les ex-FAR, les ex-forces armées rwandaises et Interahamwe et les milices de revenir faire la guerre au Rwanda. Non, c'était la mise en place du tribunal pénal international pour le Rwanda. Dès qu'on a annoncé la création de ce tribunal, l'ensemble des dirigeants rwandais, des ex-dirigeants rwandais, des ministres des Finances, tous ceux qui étaient recherchés. Qui étaient réfugiés au Zaïre, il faut dire les choses. Certains vivaient à Kinshasa, à Badouité, à Goma, à Kisangani, on les apercevait. Dès le jour où on a annoncé la création de ce tribunal, tous sont entrés en clandestinité. Ils ont laissé tous les jeunes gens seuls. Ils ne pouvaient pas s'organiser. C'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que la compétence de ce tribunal va s'imposer à tout le monde. Quel que soit l'endroit où vont se cacher, ou quel que soit l'endroit où vont se cacher les criminels, ils seront remis. Ils seront sommés, les pays seront sommés de le remettre. Et troisième élément, c'est la compétence. Ce tribunal aura une compétence beaucoup plus étendue que la CPI, qui aujourd'hui, dont la compétence ne commence qu'en 2002. Donc il y a beaucoup d'avantages. Qui ont été commis avant 2002 pourront être poursuivis par ce tribunal dès lors que la résolution prévoit, donne mandat à ce tribunal de poursuivre ces crimes. Et pour revenir, l'initiative peut provenir du gouvernement ou même de la société civile, c'est ça? Alors, la société civile, je sais, depuis longtemps, en République démocratique du Congo, travaille sur ces sujets. Mais ça appartiendra, la résolution, je ne doute pas un seul instant que la dynamique lancée par le gouvernement par rapport à la justice transitionnelle prendra en compte aussi cet élément pour que cette résolution ait lieu et que ce tribunal soit mis sur pied. Il y a une conférence que vous comptez organiser la semaine prochaine, précisément c'est le 15, c'est ça? C'est le 15, mardi 15, à l'université protestante. C'est à l'initiative du recteur de l'université protestante qui a estimé que le sujet de minerai des sangs doit être aussi débattu au niveau des universités. Et donc a estimé que cette conférence serait nécessaire. Et donc nous serons deux conférenciers, le vice-ministre de la Justice chargé justement du contentieux international. Vous avez parlé de Samuel Bemba? Samuel Bemba qui effectivement se base sur le plan international sur ces sujets-là. Donc la conférence va se focaliser sur les minéraux décents, une guerre sans fin. Il y a une complicité tout de même à l'interne et à l'externe, parce que quand on parle d'une guerre sans fin, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de complices à l'interne. Ce qui est certain, c'est que s'il n'y avait pas eu de complicité en interne, la guerre serait terminée depuis longtemps. Ça, tout le monde le sait, de toute façon, on enfonce qu'une porte ouverte. Toute la population le sait, tout le monde le sait. D'ailleurs, le chef de l'État le dit, le ministre de la Justice le dit, tout le monde dit que c'est parce qu'il y a des complices. Et ceux qui sont au niveau de AFC, MV3, s'il n'y a plus aucun Congolais dans ces mouvements aujourd'hui,
la guerre est terminée. Donc les complicités sont réelles, existent. Et il faudra les questionner, il faudra les interroger. Et s'il y a des besoins de poursuite, il va falloir les exercer pour casser cette spirale. Pour que cette grande nation, dotée de richesses immenses, puisse s'élever et jouer son rôle aussi, d'abord dans la région et ensuite dans le monde. Professeur Jean-Paul Mopo, j'ai une question de curiosité. Vous êtes dans question d'actualité. L'actualité, c'est cette annonce qui fait parler d'elle, l'annonce de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui annonce son retour par l'est du pays. L'opinion ne comprend plus rien. Pourquoi avoir choisi l'est de la RDC pour rentrer au pays, non pas Lubumbashi, non pas Kinshasa? Ça frise une certaine complicité? Il s'est peut-être trompé géographiquement, il voulait peut-être parler du sud. Ça, c'est votre point de vue, mais il parle de l'est de la RDC. Quand on dit est, c'est Goma, est, c'est Bukavu, l'est... C'est Uvira aussi. C'est Uvira, c'est aussi Bunia, c'est aussi Kisangani. Oui. Mais pourquoi avoir choisi seulement l'est par les temps qui courent pour annoncer son retour? Je pense que si il arrive par Kisangani, vos correspondants sur place lui poseront la question, je pense. Voilà, nous allons aborder cet autre sujet. C'est les deals entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo sur la question de minerais stratégiques. Votre commentaire en tant que professeur d'université et analyse. Vous savez, on parle beaucoup de Qatar, on parle beaucoup des Émirats arabes unis, mais on ne s'interroge pas comment ces États se sont développés. Vous savez que il y a un peu plus de 30 ans, c'était des Bédouins qui vivaient quasiment dans des déserts. Et aujourd'hui, c'est des destinations touristiques. Tout est parti de deal avec les États-Unis. Quand on a découvert le pétrole et du gaz, ils ont demandé aux Américains d'utiliser une partie de leur argent pour leur construire leur pays, construire des autoroutes, construire des infrastructures. Je pense qu'un deal entre les États-Unis et la République démocratique du Congo n'est pas une mauvaise chose en soi, dès lors que c'est un deal gagnant-gagnant. Le problème n'est pas le deal. Je pense que l'initiative peut même être une très bonne initiative pour le pays. Mais ça doit être un deal gagnant-gagnant. Dans un accord, si on fait comme dans le passé, où il y a eu des contrats léonins. Il y a des contrats, souvenez-vous, avec les Chinois. Il y a eu d'autres contrats qui étaient des contrats défavorables à la République démocratique du Congo. Donc je pense que le chef de l'État veillera à ce que nos experts, tous ceux qui discuteront de ce deal, de ces contrats, si ces contrats a lieu, puissent veiller aux intérêts de la République démocratique du Congo. Et je suis sûr... Autant que Trump veille sur les intérêts des États-Unis. Autant que les Américains veilleront sur leurs intérêts. C'est à nous de veiller sur nos intérêts pour que ce deal puisse enfin permettre le développement de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez les ressentis que ces deals peuvent contribuer à ramener la paix dans l'Est du pays? Ce deal peut ramener la paix parce que les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays au monde. C'est la plus grande puissance militaire qui existe. Et si aujourd'hui il y a un deal avec les États-Unis, je pense que cette guerre se terminera. Mais je ne vais pas absoudre les États-Unis de leur responsabilité aussi des différents régimes américains qui sont passés, de leur responsabilité aussi dans cette guerre. Il a été démontré qu'il y avait des liens entre Paul Kagame, Yoweri Museveni et des milieux américains qui ont soutenu cette guerre. Et je pense que s'il y a un deal, si aujourd'hui les États-Unis ont des intérêts officiels en République démocratique du Congo et que partant de là, le gouvernement américain veille à ce qu'il n'y ait pas d'Américains qui soient impliqués dans la guerre en République démocratique du Congo, ça sera que bénéfique. Professeur Jean-Paul Mopo, une question qui me taraude l'esprit. Le Rwanda a célébré les génocides rwandais dernièrement et Paul Kagame, dans son adresse, il s'exprima sur les sanctions que les États-Unis ont infligées ainsi que l'Union européenne et d'autres pays à titre individuel ont infligé sur le Rwanda. Il a dit qu'ils au diable. Oui. Il ne s'intéresse pas à ça. Et c'est un aveu d'impuissance ou bien il est touché dans son amour-propre? Ah, ça peut être les deux, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que Paul Kagame, c'est un très bon communicant, il faut le reconnaître. Par ailleurs, sans
les États-Unis, tout ce pays, le Royaume-Uni, sans leur aide et sans le pillage en République démocratique du Congo, que vaut le Rwanda? Allez regarder dans le budget du Rwanda. Ça provient d'où? 40% du budget, c'est l'aide au développement des pays amis. Oui. Si aujourd'hui, le Rwanda n'a plus 40%, si réellement ils vont au diable, si 40% du budget du Rwanda allait au diable aujourd'hui, et si la guerre s'est terminée à l'Est, je me demande qui irait au diable plus rapidement. Si ce n'est pas le Rwanda. Donc vous sentez, vous avez l'impression que Kagame est déprimé, il est en train de perdre de plus en plus son audience auprès de ses amis occidentaux. Ce qu'il faut souligner, c'est que le Rwanda n'a jamais été aussi pointé du doigt qu'aujourd'hui. Dans le passé, il était soutenu. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que les arguments ne tiennent pas. Tout le monde a compris qu'aujourd'hui, le Rwanda joue avec les feux. Il joue avec les feux. Parce que vous savez, ce que le Rwanda, le Paul Kagame est en train de s'aimer, c'est lui qui risque de ne pas le récolter. C'est le Rwandais qui risque de le récolter un jour. Et vous savez, dans cette région, il y a toujours eu un peu des génocides entre le Rwandais Hutu et les Tutsis et tout ça. Mais les génocides entre le peuple frontalier des grandes ampleurs, il n'y en a pas eu. Mais le Rwanda est en train de s'aimer pour que ça arrive, et j'espère que c'est pourquoi il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter et très vite, et très rapidement. Dans votre livre, revenons à votre livre, Minerai décent, une guerre sans fin, c'est vraiment un bel ouvrage, publié, que vous avez rédigé, Jean-Paul Bompo Kobanda. Je voudrais savoir si les minéraux dont vous parlez, les minéraux dont regorge la République démocratique du Congo, constituent aujourd'hui une malédiction ou c'est une bénédiction en tant qu'homme de Dieu. Bonne question. Vous savez, une bénédiction ne peut pas se transformer comme ça en malédiction. La bénédiction reste une bénédiction. Ce qu'on en fait ensuite est une autre question. Vous comprenez? Si maintenant vous donnez une belle voiture à votre fils, une voiture puissante, qu'il ne veut pas apprendre à le manier et qu'il accélère et qu'il va s'encastrer dans le mur et meurt, c'est pas la voiture qui sera une malédiction. Je pense que ces ressources naturelles sont une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Et que ces ressources vont assurer le bonheur et le développement du peuple congolais. Le problème... c'est la gestion qu'on en fait. Oui. Le seul problème, c'est la gestion. C'est que depuis l'État indépendant du Congo, le roi belge, la colonisation belge, et le premier gouvernement du Congo jusqu'à aujourd'hui, la gestion des ressources naturelles pose problème. Et ça, le dire, c'est enfoncer une porte ouverte, parce que si vous allez poser la question à chaque Congolais chez lui, de ce qu'il pense de l'utilisation et de la gestion et du partage des ressources naturelles, c'est vrai, les guerres sont là, il y a tout type d'entraves pour empêcher que le peuple congolais jouisse de ces richesses. Mais moi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'un jour viendra, et c'est pour bientôt, justice sera faite, cette nation sera élevée, et les ressources naturelles contribueront à cette élévation, à l'élévation de cette nation. Professeur Jean-Paul Mompo, nous sommes en train de terminer cet échange. Vous plaidez pour la mise sur pied d'un tribunal pénal ad hoc sur la RDC par rapport à la situation qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo en termes d'impact. Est-ce que vous pensez avec ce tribunal la guerre va se terminer? Je suis convaincu que la mise en place de ce tribunal sonnera le glas de cette guerre. Pourquoi? Tout simplement parce que partout où il y a eu des crimes de masse et où un tribunal ad hoc a été mis en place, on n'en parle plus. Souvenez-vous, dans les années 90, on parlait de Libéria et de Sierra Leone. Il y a eu un tribunal pour la Sierra Leone qui a jugé les criminels.
Il y a d'autres problèmes, d'autres difficultés au libéral, mais on ne parle plus de crimes de masse. On ne parle plus de crimes de masse au Rwanda. On ne parle plus de crimes de masse dans l'Est de Yougoslavie. Et même dans des pays comme le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce tribunal pénal international. Je suis convaincu et je sais que ce tribunal va arriver très bientôt. Et cette guerre, on n'en entendra plus parler. Parce que les criminels, ceux qui ont commis les crimes, passeront leur temps soit à se cacher, soit à répondre de leurs crimes devant ces tribunaux. Soit à se cacher, soit à être dans la clandestinité, soit à répondre, comme vous l'avez dit. Et je pense que la question sera au rendez-vous de la conférence que vous comptez animer le 15 avril, c'est ça, prochain, à l'Université protestante. À l'UPC. Qui est censé participer à cette conférence? Alors, c'est une conférence universitaire qui est ouverte à tout le monde, aux chercheurs, aux étudiants, aux gens de la société civile. Tout le monde peut participer. Le recteur de l'Université protestante a estimé qu'il fallait commencer une réflexion, c'est un début, qui sera suivi probablement par des journées scientifiques sur cette question de minerais stratégiques. Et donc, c'est un début. Donc, c'est une conférence ouverte à tout le monde. Voilà, la conférence est ouverte à tout le monde, à moins que vous ayez un petit mot à placer pour ceux qui nous suivent à Goma, à Bukavu, à Massissi, à Rutshuru, parce que c'est la RDC. La RDC, c'est 26 provinces. La RDC, c'est 145 territoires. La RDC, dans ses limites héritées de la colonisation, c'est 2 345 410 km². On ne peut qu'avoir une pensée pieuse, une pensée de prière et de compassion à l'égard de tous ceux qui vivent la guerre de près dans l'Est de la République démocratique du Congo. Professeur Jean-Paul Mopo, merci d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions, c'était un honneur. Merci beaucoup. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite de programme sur votre télévision. À la prochaine.